Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Voilà, on est dans notre bonne vieille ville de Tours, où nous avons posé nos valises et on va tâcher de convaincre le maire de nous remettre symboliquement les clés de la ville. Je vous le dis, on a un job en or, on a une vue extraordinaire. La France a vraiment, décidément, un incroyable talent. On va parler bien sûr de la ville, de son attractivité, de l'urbanisme et de l'habitat. Et bien sûr, toujours sans aucun tabou ni langue de bois, mais toujours, bien évidemment, avec beaucoup de bienveillance. Et je suis accompagné, comme tous les mois, avec mon vieux complice Olivier Marin. Vieux complice, merci. Bonjour Sylvain, très heureux ici, au nom de Figaro Immobilier, de poursuivre en fait la troisième saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir et toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose effectivement nos valises, on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine, et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Nous le verrons à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, et Le Havre, eh bien, nous sommes à Tours, depuis la magnifique bibliothèque centrale, reçue par notre grand témoin, que nous sommes très heureux d'accueillir, c'est Emmanuel Denis, le maire de Tours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, au programme de l'émission, nous retrouverons bien sûr nos partenaires. Tout d'abord, la séquence La Vie Ensemble avec notre partenaire Nexity. On recevra Amaury Vallée, directeur régional Nexity. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, nous recevrons maître Marie-Sophie Broca, présidente de la Chambre des notaires du Centre Val-de-Loire. Elle nous dressera un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix et des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Comme toujours, Arkea Entreprise Institutionnelle nous accompagne pour la séquence Parlons Territoire. Et aujourd'hui sera à nos côtés Christophe Rousseau, directeur général des agences Citia sur la métropole. Plutôt directeur de la métropole pour le groupe Citia. Il a dit d'accord, donc c'est parfait. Et puis on évoquait les conseils. Plus que jamais, on en a bien besoin à l'heure où on parle tant de sobriété et de rénovation énergétique dans les logements. Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Elio, pour nous éclairer sur les bonnes pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis l'édito de Tours, c'est à vous. Merci Emmanuel Denis de nous recevoir dans votre vieille ville après Reims, que nous avons fait en octobre dernier, puis Nice, Metz, Amiens ou Le Havre les mois suivants. On est ravis ici de poser nos valises à Tours. Merci de nous accueillir dans cette cité qu'on appelle la cité blanche et bleue, surnom donné du fait des matériaux utilisés, le tuffeau, la craie blanche et l'ardoise bleue. Alors, monsieur le maire, cet édito a vocation à introduire notre émission et de poser les bases. Loin de moi l'idée de refaire l'histoire de Tours, vous la connaissez bien sûr par cœur, mais il est nécessaire de nous plonger, mesdames et messieurs, dans le passé pour comprendre ensuite avec vous le présent, puis le futur. Pour raconter Tours à tous nos spectateurs, il nous faut remonter jusqu'au 1er siècle. Comme bon nombre de villes en France, les origines de Tours sont romaines. Et Tours s'appelle alors Cæsarodunum, dédié à César. On a d'ailleurs retrouvé des traces de cette période romaine lors des fouilles réalisées dans le secteur de l'hôpital Clocheville, près des Halles, au centre de Tours. Elle s'est d'abord développée d'est en ouest, au fur et à mesure de la gestion de la ville par les Francs, les Carolingiens, et pendant toute la période médiévale. À partir du IVe siècle, Tours devient une ville fortifiée, dont l'entrée se fait côté est via le pont ou le vieux pont, mise en service en 1035 et qui nous emmène alors au cœur historique de la cité. Il ne subsiste d'ailleurs
Pas grand-chose malheureusement de ce pont aujourd'hui, si ce n'est quelques pieux formant les fondations. À la place, à moins de 10 minutes à l'ouest, vous trouverez depuis 1847 la passerelle Saint-Symphorien qu'on appelle le pont de Fil. Tours est une ville administrative et marchande que les intendants du roi Louis XV vont favoriser. Tours est la capitale de la Touraine, où il fait toujours très bon vivre. Elle domine d'ailleurs le marché d'approvisionnement en grains, vins, fruits, légumes, produits laitiers et bien sûr de basse-cour. Mais Tours rompt progressivement avec sa tradition et sa conception médiévale. Son organisation spatiale s'en trouve bouleversée. On saute au XVIIIe siècle. C'est comme si Tours avait effectué une rotation à 90 degrés. La création d'une voie royale reliant Paris à l'Espagne, passant par Tours, va engendrer de très lourds travaux, le pavage des rues, la création de la chaussée Gramont, dont les Varennes au sud de la ville, construction du Pont-Neuf, percement d'une avenue rectiligne traversant la ville au nord et au sud. La ville voit apparaître de nouvelles habitations et de nouveaux bâtiments. Au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer va révolutionner et bouleverser Tours. La gare de l'Embarcadère est construite en 1845 et fait définitivement sortir la ville de ses remparts médiévaux. En juin 45, Tours annexe par exemple sa commune voisine de Saint-Étienne-Extra, située à son sud et comptant alors 1200 habitants environ. Tours avait besoin de terres vierges qu'offrait cette annexion. Ce processus va se répéter avec les annexions en 1964 de Sainte-Radegonde et de Saint-Symphorien, situés au nord de Tours, avec plus de 14 000 habitants. En plus de ces désirs d'expansion, le chemin de fer va transformer l'économie locale. Tours va devenir, en quelques années seulement, le hub ferroviaire, très à la mode de parler de hub aujourd'hui, pour le Grand Ouest de la France, position qu'elle occupe encore aujourd'hui. De nouveaux quartiers vont se créer, comme le quartier des Prébendes au sud-ouest, ou celui de la Fuye, et la population va augmenter. De 30 000 habitants en 1840, Tours va en compter 60 000 en 1891, 75 000 la veille de la Première Guerre mondiale. Tours n'est pas une ville de front, mais la ville a souffert d'un point de vue démographique très impliqué. Elle devient un centre de soins et une vraie base arrière logistique avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Durant l'entre-deux-guerres, Tours va devenir une ville d'équipement autour des secteurs industriels et du bâtiment, du chemin de fer, de laiterie, fromagerie, une ville de services autour de la presse, de l'édition et de l'assurance. Alors ça, je l'ai appris. C'est une grande surprise. En 1917, la loi Cornudet est promulguée. En 1919, pardon. Elle vise à doter la ville d'un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Tours ne va pas y échapper et la ville va continuer son développement à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La ville va compter environ 85 000 habitants. Tours va être malheureusement partiellement détruite en 1940 avec un bombardement allemand qui va incendier plus de 12 hectares sur 200 monuments historiques, malheureusement, vont être totalement détruits par le feu. À la fin de la guerre, un plan de reconstruction est décidé. Il va être confié à Camille Lefebvre, architecte local. C'est intéressant parce que chaque ville a toujours un architecte un peu emblématique. Il est ordonné autour de la rue nationale qui va être élargie. Sous l'impulsion de Jean Royer, maire emblématique, à partir de 1959, pendant près de 36 ans, et sous l'effet des 30 Glorieuses, la ville va connaître de très grands travaux. Tours va se développer et va passer de 80 000 habitants en 1946 à 140 000 en 1975, grâce aussi bien sûr à l'explosion des naissances, l'exode rural, le rapatriement des Français d'Algérie en 62. Le changement majeur va intervenir au début des années 2000. Tours est également reconnu pour son offre culturelle, le commerce, l'offre de soins, le sport, la proximité, le tourisme, sa mixité sociale. Tours est une ville étudiante qui a su attirer les entreprises et surtout qui a su attirer et garder son bon vivre. La croissance démographique est repartie à la hausse à la ville de Tours, sur la ville de Tours, et se retrouve aujourd'hui face à des nouveaux enjeux auxquels vous faites face, Emmanuel Denis. Des projets urbains qui sont innovants, qui verront le jour. Ils doivent répondre, vous le savez, à de nouvelles règles d'urbanisme que vous avez mis en place, monsieur le maire. Nous en discuterons avec vous. Au XXIe siècle, Tours va devenir une ville de proximité, une ville qui respire, une ville où on a envie de vivre, où il fait bon vivre, avec un climat adapté, une ville active contre le réchauffement climatique et surtout une ville habitée. Un sacré programme que nous avons hâte d'approfondir avec vous. Alors à toutes et à tous, bienvenue à Tours. Tours, capitale de la Touraine, ville d'histoire
et d'histoire. Tours est idéalement située dans la région Centre-Val de Loire, au beau milieu des châteaux de la Loire. Ville française au riche patrimoine historique et culturel, Tours est fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. La ville a connu une histoire mouvementée, notamment pendant la guerre de 100 ans. Tout au long du Moyen-Âge, Tours fut un important centre religieux et culturel. La ville a la particularité de s'être développée autour de deux pôles. D'un côté, le quartier de la cathédrale et autour d'un groupe basilical qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Tours. La ville a cette particularité d'avoir cette bipartition qui aujourd'hui est séparée en fait, physiquement par la rue nationale. Qui correspond à un grand projet d'urbanisme au XVIIIe siècle, qui relie la capitale Paris aux principales capitales européennes. Et à cette époque, on aménage une nouvelle route vers l'Espagne qui sépare du nord au sud la ville de Tours avec un axe de plus de 3,5 km. Et l'autre particularité, c'est que pendant les événements de la Seconde Guerre mondiale, ce secteur un peu central de la ville a connu des destructions importantes et un plan de reconstruction donc, qui a été mené à partir de 1944 et qui a façonné finalement l'image que l'on connaît de la ville. Vous êtes probablement entré dans la ville par le pont Wilson, plus vieux pont de Tours et datant du XVIIIe siècle. Le pont vous emmène à l'entrée nord du Vieux-Tours. Dans ce quartier historique trônent de nombreux édifices religieux qui font la fierté de la ville. Admirez la cathédrale Saint-Gatien et la basilique Saint-Martin, deux édifices religieux remarquables qui attirent les visiteurs du monde entier. La basilique Saint-Martin en fait, est un édifice important. En fait, elle nous ramène au culte de Saint-Martin, au pèlerinage de Saint-Martin, qui a été un élément important dans l'histoire de la ville, dans l'histoire urbaine, dans l'histoire économique en fait, et dans le rayonnement de la ville. Et aujourd'hui encore, dans l'urbanisme, dans le percement des rues, en fait, on ressent encore ce poids du monument. La cathédrale est élevée sur les vestiges d'une cité gallo-romaine et succède à 3 autres églises, 4e siècle, 5e siècle et 10e siècle. À l'arrière de la cathédrale, vous trouverez dans l'ancien palais épiscopal de la ville, le musée des Beaux-Arts et son magnifique jardin à la française. Enfin, le Vieux-Tours abrite aussi le château, autre monument emblématique de la ville. Érigé en bord de Loire au XIe siècle, modifié et agrandi au XIIIe et XVe siècle, il accueille encore aujourd'hui entre 50 000 et 70 000 visiteurs par an. Enfin, la ville se caractérise en fait par les couleurs du tuffeau, la pierre locale, donc extraite ici même directement sur les coteaux, mais également l'ardoise d'importation. À Tours, on a la chance d'avoir un corpus important de maisons construites en pans de bois. Ces maisons datent pour l'essentiel de la toute fin du Moyen-Âge, une période de grande prospérité. Nos maisons sont plutôt hautes, 3-4 niveaux d'habitation, des encorbellements faibles, voire inexistants parfois, des façades plutôt lisses. Pour vous balader dans le quartier, vous passerez certainement par la rue Nationale. Grande artère, elle chemine sur 700 mètres, de la place Anatole-France à l'avenue de Gramont. À l'extrémité sud de la rue Nationale, à la frontière entre le Vieux-Tours et le quartier Gramont, regardez l'hôtel de ville. Construit entre 1896 et 1904 par l'architecte local Victor Laloux, il incarne à merveille les vertus républicaines et l'autorité municipale de la cité. N'hésitez pas à déambuler dans le Vieux-Tours, quartier historique pittoresque qui attire à lui seul de nombreux visiteurs. Les maisons à colombage datant du XVe siècle ajoutent au charme de la ville, créant une atmosphère médiévale authentique. En plein cœur du quartier, admirez la place Plumereau, place emblématique de la ville. Elle est bordée de maisons à colombage et de restaurants animés. Le site de voyage international Lonely Planet l'a d'ailleurs classée plus belle place de France pour prendre l'apéritif. Tours a connu plusieurs événements historiques marquants et fut même la capitale de la France à certains moments de son histoire. En fait, c'est le choix de Louis XI d'installer ici à Tours, enfin de s'installer ici à Tours à partir de 1440, qui va faire
quelque sorte un peu basculer le destin de la ville à la fin du Moyen-Âge. En somme, Tours est une ville française incontournable pour tous les amateurs de patrimoine historique et culturel. Elle offre une expérience unique et authentique qui ne manquera pas de ravir les visiteurs. Applaudissements pour Alexandre Burkhardt sur un magnifique reportage. Merci. Ah ouais, là ça fait plaisir. Là vous êtes bien, vous êtes très très bien. Merci Emmanuel Denis de nous recevoir dans ce lieu magique, magnifique. Voilà, on a voulu tourner des images avec une vision un peu holistique, vous savez, de la ville, une vision colorée et une vision toujours bienveillante. Alors, je vais vous poser une première question, ensuite mon confrère Marin va prendre le relais. Après une première charte de la qualité urbaine qui a été lancée par l'ancienne municipalité en 2015, je crois, à destination notamment des promoteurs, vous avez lancé, vous, en 2021, un référentiel pour l'urbanisme municipal. Le but, encadrer les opérations d'urbanisme à Tours. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Oui, l'idée, c'est d'abord un constat, c'est que la ville de Tours est aujourd'hui totalement urbanisée. On a encore un programme sur les Hauts-de-Saint-Radegonde qui est en train de se développer, mais pour le reste, la ville est complètement urbanisée. Donc l'objectif, c'est de finalement reconstruire la ville sur la ville et d'essayer de donner des inflexions au regard des enjeux qui sont face à nous. Donc on a voulu donner à travers ce guide justement un certain nombre de recommandations pour orienter ces inflexions. La première recommandation, c'est, et le souhait, la vision qu'on a de la ville du XXIe siècle, c'est une ville de proximité. Je pense qu'on a fini maintenant avec l'urbanisme en silo, avec d'un côté les logements, d'un autre côté le commerce, d'un autre côté les emplois. La population aujourd'hui veut avoir à proximité de quoi pouvoir avoir des loisirs, de quoi pouvoir étudier, et puis aussi des emplois, des commerces. Donc une des premières orientations, c'est donc de créer cette ville des courts chemins. Et donc, à travers tous les nouveaux programmes, on essaye à chaque fois d'orienter ceux qui réalisent ces nouveaux programmes vers une mixité fonctionnelle dans les différents programmes. On est dans la ville du quart d'heure, là. C'est ça. On est effectivement sur ce principe de la ville du quart d'heure. Autre orientation extrêmement forte, c'est de créer une ville qui réponde aux objectifs climatiques, puisque voilà, on a le défi climatique face à nous et on doit, dans cette reconstruction de la ville, aller tendre vers une reconstruction de la ville qui soit la plus faible possible en émissions carbone. Donc pour cela, il y a des techniques. On essaye d'orienter plutôt l'architecture vers une architecture bioclimatique, en utilisant, parce que les modes de construction aussi sont importants, en utilisant là aussi des matériaux biosourcés qui nous permettent au global donc d'essayer de réussir ce challenge de construire une ville qui soit à impact carbone le plus faible possible. On essaye aussi, c'est un peu dans le même esprit, cette ville, pour qu'elle soit la ville des courts chemins, pour qu'elle soit une ville écologique, on souhaite que ce soit une ville où on respire bien. Alors respirer bien, il y a deux axes un peu forts. Le premier, c'est une ville plus végétale. Une ville plus végétale, voilà, on essaye vraiment d'avoir une qualité sur les espaces publics en faisant en sorte que à chaque fois qu'on a un nouveau programme, on ait 30% des espaces qui soient dévolus aux plantations en terre, voilà. Voilà pour ce sujet de la végétalisation. Oui. Pardon, non, justement, au-delà, pour poursuivre, en fait, transformer la ville, c'est bousculer aussi des modèles anciens. Il faut trouver l'équilibre entre les grands défis d'aménagement à mener, préserver le patrimoine. Votre rôle, donc, en tant qu'élu, c'est justement de donner ce chemin, c'est des orientations, arbitrer si besoin. Et quand on lit, en fait, votre budget primitif 2023, votre feuille de route, donc, qui donne le cap, donc vous avez toute une série d'objectifs relatifs, effectivement, bien sûr, à la transition écologique. Donc, vous l'évoquez, limiter les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir la nature en ville, favoriser les déplacements à pied, à vélo, aménager, animer les espaces publics. Vous parlez d'en finir avec le tout-voiture. Et en matière d'urbanisme bioclimatique, ce que vous appelez l'urbanisme bioclimatique, est-ce que vous voulez faire de Tours une ville exemplaire ?
Exactement. On essaye, en tous les cas, dans les nouveaux programmes, de promouvoir cette manière de faire qui soit la plus vertueuse possible. Et d'ailleurs, ces préconisations qu'on essaye de rendre réelles avec les promoteurs avec lesquels on travaille, on se les applique aussi à nous-mêmes, puisque la ville de Tours est aussi un promoteur et construit ou reconstruit un certain nombre de bâtiments publics, en particulier des écoles. Et nous sommes en train de construire une école bioclimatique qui sera en bois paille. Ça sera la première école bois paille. Donc l'objectif, c'est donc de montrer le bon exemple et puis de faire en sorte que l'ensemble des nouveaux programmes s'inscrivent effectivement dans cette ambition écologique pour une ville qui soit donc plus respirable et plus écologique. Pour illustrer le propos, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. La ville de Tours, vous avez présenté un projet déjà emblématique, qui est le nouveau quartier des Beaumonts. On parle de 780 logements, une école, un tram, une opération qui est extrêmement rare, nous qui avons l'habitude de sillonner le territoire. Vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vraiment une opération parfaitement emblématique. Est-ce qu'elle reflète aussi toute votre politique, monsieur le maire ? Ouais, exactement. En tous les cas, on essaye de faire de ce programme ambitieux l'exemple de ce qu'il faut faire partout ailleurs dans la ville. Donc on avait la chance, entre guillemets, d'avoir un espace qui était urbanisé puisque c'était des anciennes casernes, mais que on a donc pu transformer, qu'on est en train de transformer. Et notre volonté, c'est donc d'en faire un vrai exemple de tout ce que j'ai pu relater jusque-là, c'est-à-dire la ville des courts-chemins avec une ville où on aura une mixité fonctionnelle, on aura des équipements publics, on aura des commerces, on aura une école également. C'est un ajout que l'on a fait quand on est arrivé et qu'on a repris ce programme que l'on a dû réécrire, avec aussi une partie végétalisée extrêmement importante. Et puis on essaye de s'inscrire. Vous avez parlé de tous les atouts de cette ville. Vous avez parlé de la cité blanche et bleue, mais on est aussi une ville jardin, donc ça sera un quartier extrêmement végétal avec des bâtiments bioclimatiques, avec la voiture qui restera en périphérie finalement de ce quartier, qui sera en plus traversé par le tramway. Donc on va promouvoir à travers ce quartier les mobilités à travers les piétons, à travers les mobilités douces, donc le vélo, et puis les transports en commun avec le tramway et les voitures. Le trafic voiture va être limité avec des parkings silos qui permettront donc de garer ces voitures, mais à proximité de l'entrée de ce quartier. Et comment sont perçus les travaux, justement ? Est-ce qu'il y a des empêchements ou ça se passe bien ? Comment ça se passe concrètement ? C'est un peu compliqué pour l'instant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est compliqué ? C'est une ancienne caserne. Ouais. Ah oui. Une ancienne caserne, donc on est tombé sur des munitions, on est tombé sur tout un tas de choses pas très réjouissantes, donc ça forcément un petit peu ralenti les travaux. Bon, d'abord c'est un projet qui date maintenant de plus de 10 ans, parce que il a fallu trouver un accord avec l'État, parce que voilà, c'était des casernes, donc oui, c'était le foncier de l'armée. C'est ça. Oui. Donc tout ça n'est pas simple, ça a mis un certain temps pour qu'on puisse être acquéreur de l'ensemble. Maintenant on avance, mais il y a ces fouilles qui sont un petit peu compliquées, à la fois parce que il y a un patrimoine architectural qu'il ne faut pas négliger, donc on est obligé de faire ces fouilles, et puis on tombe sur quelques surprises qui ralentissent un petit peu tout ça, mais on aura dans les mois à venir les premières constructions, et donc ce quartier qui va se construire, je pense, au fur et à mesure des 10 prochaines années, et qui sera, je l'espère, un bel exemple de ce qu'on souhaite faire. La question d'Olivier n'est pas anodine, puisque bien évidemment, on assiste, et c'est sans précédent en France, un rejet massif de la population des grues en face de chez eux. Ce qui est très singulier, c'est que ce sont les mêmes qui vous disent qu'il y a trop de grues dans la rue et qui vous demandent des logements le lundi suivant ou des places de crèche. Donc il y a vous êtes un élu local qui vous faites même de l'acrobatie entre des injonctions parfois contradictoires, ce qui est certainement pas simple. Jusqu'à il y a quelques mois encore, Tours était considéré comme une ville bon marché pour les investisseurs. On y trouvait des logements spacieux, abordables, avec la hausse très significative du marché de l'immobilier. L'attraction des villes moyennes a véritablement tiré son épingle du jeu avec le Covid. Vous allez me dire si ça a fonctionné avec Tours, mais force de constater que la tension sur le marché de l'immobilier sur votre région est bien réelle. Question, est-ce qu'on peut se loger à Tours, monsieur le maire ? Et comment y remédier, le cas échéant,
si on a des difficultés de logement, très franchement? Alors, déjà, une réponse au premier sujet que vous avez abordé, c'est l'acceptabilité finalement sociale des nouvelles constructions. Pour ça, nous, on essaye de mettre en œuvre une technique qui prend des fois un petit peu de temps, mais je pense que c'est jamais du temps perdu de faire en co-construction, de faire en concertation avec la population. Ça permet d'avoir des projets qui soient acceptés. Et au final, on gagne du temps plutôt que de vouloir imposer des choses et puis d'avoir en fait une levée de bouclier qui stoppe les projets. Donc ça, c'est une nouvelle manière de faire aussi que l'on essaye de mettre en œuvre. Cette démocratie participative n'était pas du tout appliqué auparavant? Je pense que on a vraiment changé de paradigme sur ce sujet-là, en impliquant en particulier sur le projet Beaumont-Chauveau, vraiment la population qui a pu donner quelques orientations pour le nouveau plan guide qu'on a présenté à la population derrière moi. Alors comment peut-on, c'est vrai que c'est un vrai sujet, on a une ville attractive, on peut s'en réjouir, mais forcément les prix... Et vous êtes d'ailleurs extrêmement sollicité par les administrés pour ça, pour le logement. Je sais que c'est un souci que vous avez. C'est un sujet. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en œuvre pour que cette ville soit habitée, hein, c'était un des axes de notre référentiel. Donc on essaye d'avoir une vraie mixité sociale dans les programmes que l'on développe, avec la règle du tiers, des 3 tiers, donc le tiers en accession libre, le tiers en logement locatif, bien sûr, et puis un tiers en accession sociale à la propriété. Voilà, donc ça, on essaye, autant que faire se peut, d'aller vers cette règle-là qui nous permet, malgré tout, d'avoir une offre qui soit accessible à tous. Et puis, on essaye aussi de développer des nouveaux programmes, d'être un peu original, de suivre aussi les orientations que l'on trouve aujourd'hui, aussi bien sociologiques que démographiques, avec des nouveaux programmes du type béguinage, du type habitat partagé aussi, que l'on essaye de soutenir lorsqu'il y a des initiatives de ce type-là. Donc voilà, l'objectif, c'est de répondre un peu aux nouvelles tendances et puis de proposer une offre qui soit quand même diverse avec un équilibre important. Juste un prolongement, vous évoquez le logement social, lutter contre le mal logement, ça c'est l'une de vos priorités. Vous cherchez des solutions pérennes de retour au logement plutôt que des réponses à court terme d'hébergement d'urgence. Il y a des actions d'accompagnement comme Autonomie Toit. Alors j'ai découvert ça, Autonomie Toit, le toit comme le toit d'une maison. Vous développez auprès des bailleurs aussi le dispositif Louer solidaire. Votre politique en matière de logement social, c'est avant tout l'action et c'est de tenir des promesses? Oui, alors on avait effectivement dans les 3 axes de notre programme, donc l'écologie, bien sûr, la démocratie, et puis cet aspect social très fort, puisque si on veut faire la transition écologique, il est important de ne laisser personne au bord du chemin. Et donc on a effectivement des programmes très forts sociaux pour donner l'accès au plus grand nombre au logement, avec les différentes formes que vous avez pu proposer, énoncer. En tous les cas, on a aussi, j'en parle parce que c'est une innovation pour la ville de Tours, on essaye aussi le BRS, le bail réel solidaire, qui permet finalement l'accession sociale à la propriété à prix réduit, puisque vous avez le promoteur... Et vous avez créé un OFS, vous avez créé un office foncier solidaire? Pas encore. Ça va venir. On se repose sur les bailleurs sociaux qui portent ce type de projet. Donc on a quelques projets, hein, c'est quelques unités pour l'instant, mais vraiment c'est une innovation qu'on essaye de développer dans les années à venir. Vous y croyez? J'y crois, ça fonctionne par ailleurs. Ça a l'air de pour l'instant, je vous dis, on a on essaye de mettre en place quelques démonstrateurs, je vais dire, et puis si ça fonctionne bien, on pourra le développer à plus grande échelle. Une dernière question, monsieur le maire, avant de passer à l'autre séquence, et encore merci de répondre directement. Le 27 janvier dernier, énorme projet, hein. Vous avez signé avec les élus de Tours, d'Indre-et-Loire et de la région Centre-Val de Loire une déclaration d'intention commune pour pousser le RER Tourangeau. C'est un super projet. C'est vraiment un énorme projet. Cette prise d'opposition, elle fait suite d'ailleurs à la déclaration du président Macron, vous savez, sur la création du RER pour 10 grandes métropoles françaises régionales. Quel impact si ça venait à se réaliser à Tours?
Vous l'avez cité dans l'histoire de la ville. Cette étoile ferroviaire qui part du cœur métropolitain de Tours et qui a 8 branches, donc qui irrigue l'ensemble du territoire, c'est une vraie réponse aux défis des mobilités. C'est une vraie réponse à la crise énergétique aussi. Donc on doit développer en zone urbaine, bien sûr, les mobilités douces, bien sûr, les transports en commun, mais plus largement, parce que on est une ville aussi très attractive en termes d'emploi, puisque les villes-centres de la métropole proposent 160 emplois pour 100 résidents. Ça veut dire qu'on a affaire à un trafic entrant, finalement, de travailleurs qu'il faut pouvoir déplacer. Et cette réponse à travers un futur réseau express ou service express métropolitain nous permettra justement de limiter les nuisances qui sont liées au trafic autoroutier et puis permettra aussi à ces travailleurs de se déplacer pour un coût plus faible eu égard à l'augmentation aujourd'hui de l'essence et des carburants. Donc la volonté, c'est vraiment d'avoir cette proposition en cœur urbain, les transports en commun, les mobilités douces, et puis un peu plus largement, ce RER métropolitain autour de ces 8 axes qui regroupent 80% de la population du département. Si on regarde sur les couloirs, donc le long de ces 8 axes, on regroupe 80% de la population, donc c'est une vraie solution qui permettrait de changer de mobilité, d'aller vers des mobilités aussi décarbonées. Donc ça a de nombreuses vertus et c'est une vraie opportunité pour notre territoire. Donc je l'ai annoncé il y a quelques jours, on va lors du contrat plan État-région mobilité qui sera contractualisé au mois de juin avec l'État, avoir de financer des études qui nous permettront de développer dans les années à venir ce RER, donc de mettre plus de trains sur notre étoile ferroviaire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous restez avec nous, je vous demande de réagir sur des séquences que nous avons préparées pour vous. Nous allons passer à la première séquence, la vie ensemble, avec les partenaires de Nexity où nous recevrons Amaury Vallée. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Je vais vous faire une confidence, Emmanuel Denis. Il y a exactement 44 ans, je démarrais mon Tour de France ici, en tant que compagnon du devoir. Voilà. Et j'avais dans mon groupe quelqu'un qui portait exactement le même nom et prénom que de la série télévisée qui s'appelait Ardéchois cœur fidèle. Et il y avait un personnage qui était incarné par Claude Brosset, quelqu'un qui a pris ce nom ici, indépendamment, qui s'appelait Tourangeau sans quartier. Voilà. Et je vous engage toutes et tous, si vous avez la possibilité, de regarder cette série. C'était avec Sylvain Joubert dans les années 70. Je ne sais pas si certains de vous s'en souviennent. Voilà, Ardéchois cœur fidèle. Voilà, Tours, qui est une ville emblématique de ce qu'on appelait les devoirants au XIXe siècle, les sociétés du Tour de France. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Je ne pouvais pas m'en priver. Bonjour Amaury Vallée. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors, Amaury, directeur régional pour Nexity. Alors, on peut dire que chez vous, Nexity, vous êtes un acteur global de l'immobilier. Absolument. Mais il y a quelque chose qui revient systématiquement, que j'aime beaucoup sur votre marque, c'est que vous avez, alors c'est vrai que c'est très incarné par votre président Alain Dinin et maintenant Véronique Bédague, c'est le logement pour tous. C'est agréable d'entendre dans la bouche des promoteurs de dire on va travailler le logement pour tous. Première question, est-ce qu'on se loge bien à Tours ? Et est-ce que, pardonnez-moi monsieur le maire, est-ce qu'on construit à Tours ? Est-ce que nous avons un maire bâtisseur ? Merci pour cette question. Merci. Est-ce qu'on se loge bien à Tours ? Écoutez, je pense que c'est de plus en plus difficile de se loger, dans le sens où les loyers et les prix d'immobilier deviennent vraiment importants. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on construit à Tours ? Oui, on construit à Tours. On construit autrement. On construit avec une nouvelle méthode. On l'a dit tout à l'heure, avec le référencement, avec de l'urbanisme, solidaire et écologique. Nous, on s'est mis assez vite, je dirais, dans le chemin qu'on nous a proposé il y a 2 ans et demi bientôt. Et donc, on a pu tester donc plusieurs opérations. Je parlerai tout à l'heure. Oui. Alors justement, monsieur le maire, justement, le logement est un vrai sujet. Le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre, vous l'avez lu, 28 février de cette année, a indiqué un niveau de précarité sans précédent.
Ça devient insupportable de se loger en ville parce que les prix sont trop élevés à la location, parce que l'accession, n'en parlons pas, et c'est une façon de reléguer les populations peut-être hors des villes et hors des bassins d'emploi. C'est quoi la bonne solution pour justement ne pas étaler l'urbain et en même temps loger tout le monde ? Alors, en tous les cas, si vous voulez que je parle quelques instants des personnes précaires, des sans-abri et des programmes que l'on met en place, on a évoqué un certain nombre de programmes sociaux que l'on met en place, mais pour les très précaires et les sans-abri, on a développé avec l'État un programme de tiny house, ce sont des bungalows qu'on a regroupés, avec un accompagnement social et qui permettent de sortir de la rue des personnes qui jusque-là dormaient dans la rue et puis d'essayer donc de les aider à remettre... Les maisons mobiles qui font 9 mètres carrés, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Ce sont des bungalows qu'on a installés aujourd'hui rue Édouard Vaillant à côté de la ligne de chemin de fer. Donc voilà, ils ont un ensemble avec des espaces communs et puis un accompagnement social. Et l'objectif, bien sûr, c'est de leur remettre le pied à l'étrier. Pardon ? C'est un hébergement d'urgence. On n'a pas vocation. Non, c'est au-delà de l'hébergement d'urgence, c'est un hébergement transitoire entre l'hébergement d'urgence et puis un hébergement plus pérenne. Donc c'était une volonté de l'équipe municipale et on a pu bénéficier d'un programme national. Et donc voilà, on a depuis maintenant plus d'un an ces tiny house qui se sont déplacés. Mais en tous les cas, l'objectif est toujours le même, c'est d'offrir aux plus précaires, aux sans-abri, la possibilité malgré tout de trouver des solutions et d'avoir un logement qui soit au-delà du logement d'urgence. Donc ça, c'est une première solution, en tous les cas, qui est mise en œuvre à Tours. On va parler des prix, des prix du logement neuf. Si on veut se loger dans le neuf à Tours ou sa région, ou son agglomération, c'est quoi les métriques aujourd'hui ? Aujourd'hui, les métriques, on parle de projets qui vont de 3 800 euros, 4 500 euros moyens jusqu'à 5 000, 5 500 euros. Ah, quand même. Voilà, vous pouvez atteindre aussi quand c'est des produits très spécifiques comme la réhabilitation Malraux, des programmes jusqu'à 7 000 euros. Donc voilà, aujourd'hui on doit répondre aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du logement pour tous et du logement abordable. C'est quelque chose sur lequel nous on travaille depuis très longtemps. C'est dans notre ADN chez Nexity. Et notamment, on a pu faire une opération notamment en partenariat avec la ville de Tours, avec Tours Habitat. Donc c'est une première en France, puisque c'était une copromotion. C'est rarissime. C'était la première. Ce qui montre que le partenariat public-privé, quand ça fonctionne, ça marche bien. Absolument. D'ailleurs, on a été lauréat, pas lauréat malheureusement, candidat finaliste malheureux pour les projets les plus innovants de France, avec ce programme en Haute-Sainte-Radegonde, dont parlait Monsieur le maire tout à l'heure. 250 logements avec 30 logements PSLA pour ce d'indexation à la propriété, avec une vingtaine de logements en FJT, un foyer de jeunes travailleurs, donc mixité aussi générationnelle, c'est important aussi. Et enfin avec des matériaux, puisque le durable, des matériaux aussi de réemploi, avec les Sanitas qui est un quartier qui est voué au renouvellement urbain, et avec de la pierre de réemploi, tout ça donc en copromotion avec Tours Habitat. Et donc ça a tellement bien marché que on a décidé de se retrouver pour faire une deuxième opération, et toujours avec le même opérateur, Tours Habitat, dans le quartier de ce qu'on appelle du Luxembourg. Cette fois-ci mixité encore une fois générationnelle, puisque nous allons faire une crèche aussi, et une crèche aussi gérée aussi avec des aînés. Ça, c'est très important. Je pense que la ville de Tours nous encourage beaucoup. C'est une vision de l'habitat intergénérationnel. Oui, bien sûr. On va être confronté aussi à une crise importante démographique, avec un vieillissement très fort de la population, et il faut faire face à ça. Donc, il faut aussi adapter la ville au vieillissement de la population, et donc créer des espaces intergénérationnels, autant que créer un urbanisme qui soit adapté à ce vieillissement de la population. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, on voit avec Sylvain, quand on va dans les différentes villes, qu'il y a de plus en plus des chartes locales, justement, entre les promoteurs, les mairies, ça se met en place. Alors certains dénoncent en disant que c'est en fait des chartes promoteurs déguisées en fait pour imposer, et que ça ne se substitue pas aux plans locaux d'urbanisme. Vous avez mis en place, on l'évoquait tout à l'heure, ce référentiel d'aménagement. Alors j'ai vu que notamment sur les espaces publics, ça intervenait notamment sur les plans masse d'opération avec
des interventions même sur l'orientation des logements qui étaient prévues, l'épaisseur des bâtiments, le paysagement des espaces non bâtis. Voilà, ce sont des exemples. Comment vivez-vous, vous, promoteurs professionnels de l'immobilier, notamment dans le neuf, ce référentiel d'aménagement concrètement ? Écoutez, ce référentiel, déjà, le chemin, pour nous, était peut-être un peu moins compliqué que peut-être pour d'autres promoteurs plus classiques. Nous, quand on parle de logement inclusif, on en fait déjà depuis des années. L'opération de Tour Luxembourg, on fait une pension de famille. On pensait justement au logement des grands exclus, donc avec Habitat Humanisme. En fait, c'est la mixité d'usage dont on parlait. On a pu le faire aussi dans nos bureaux, monsieur le maire, j'espère que vous viendrez, avec des bureaux, des logements étudiants, en bas une base commerciale. Oui, vous allez les inaugurer bientôt, là, c'est prévu. Au mois de juin, vous êtes invité, Sylvain. Oui. Ah, je viendrai avec grand plaisir. Voilà, et donc finalement, la ville, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Oui, mais finalement, c'est du bon sens. Et finalement, je pense que, oui, en effet, ça prend du temps, peut-être plus de temps qu'on le voudrait, parce que nous, on est promoteurs. Et puis, ça a changé aussi ça a changé votre métier de promoteur. Absolument. Après, nous, on est Nexity, donc on n'est pas que des pure players. Vous êtes multi. Voilà, on a aussi de la gestion, on a aussi de la gestion NPM d'Enedis, SNCF, de grands ensembles immobiliers, donc on doit... Dernière question, les profils des investisseurs, et puis il y a des particuliers qui nous écoutent, on voudrait avoir quelques bons plans, si c'est possible. Est-ce qu'il y a des quartiers sur lesquels il faut miser, investir, vivre, voilà, pour des jeunes actifs qui veulent ici vivre à Tours? On peut venir vivre à Tours, hein, monsieur le maire, c'est possible encore. Voilà. Venez à Tours. Voilà, le profil, beaucoup plus de primo-accédants, investisseurs, comment? Dites-nous. Moi, je suis peut-être pas la bonne personne. Je dirais peut-être qu'après, il y en a Jean-Louis Molly qui va parler. Moi, je pense que Tours, c'est une ville attractive. Les quartiers, ils sont identitaires. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la diversité dans chaque quartier. Donc, vous allez retrouver ce que vous avez envie de voir dans chaque quartier. Et c'est ça qui est sympa, parce qu'elle est vraiment, cette ville est belle pour ça, parce qu'elle est diverse. Et donc, voilà, je dirais que, étudiants, seniors, il y a beaucoup de choses à voir. Par contre, les investisseurs sont toujours aussi présents. Les investisseurs. Oui, quelle est la part, justement, d'investisseurs? Alors, dans le neuf, oui, historiquement, alors elle l'est moins dans ce début. Même avec le Pinel qui va s'en aller doucement, tout doucement. Oui, voilà. Après, c'est une répartition, je dirais, qui est à, je crois, 70% d'investisseurs dans le neuf. Quand même, voilà. Ouais. Ça a tendance à baisser, mécaniquement, avec la baisse des investisseurs. Après, vous avez aussi du logement géré, qui fait que il y a investisseurs Pinel, il y a investisseurs dans les logements gérés, comme on a fait dans la résidence étudiante. Donc, mais voilà, il fait toujours, bien sûr, bon investir dans une ville où il y a énormément de potentiel. Merci beaucoup. Applaudissements pour Amaury Vallée. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de Nexity. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Voilà. On accueille sur le plateau pour la séquence Parlons bien, non pas un, mais une notaire, Olivier. Oui, alors chaque mois, on reçoit donc un représentant du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir maître Marie-Sophie Broca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes alors présidente de la Chambre des notaires du Centre Val-de-Loire, et donc on va faire un tour d'horizon sur cet immobilier ancien, l'évolution des prix notamment. Quelques chiffres clés pour commencer. 2960. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix médian au mètre carré d'un logement ancien à Tours, alors avec bien sûr des disparités selon les quartiers, mais quand même il y a une hausse de 8% des prix de l'immobilier sur un an. 300 000 comme 300 000 euros, c'est le prix médian d'une maison ancienne à Tours. C'est stable, on va dire, c'est une très très légère baisse. 11% de franciliens acquéreurs. Énorme. Ce qui est quand même important. Énorme. Alors, maître, quand on fait ce tour de France, on voit partout, depuis quelques mois, un ralentissement à la fois de l'activité, un ralentissement des prix, tout doucement. Il n'y a pas d'effondrement, on va dire qu'il y a un ajustement, mais est-ce que vous sentez à Tours, sur ce marché de l'immobilier, sur les transactions, un ralentissement de l'activité? Oui, alors tout à fait. Sur 2022, les chiffres, et notamment on vient d'avoir les chiffres de conjoncture économique de la direction départementale des finances publiques, on a une baisse du volume de transactions de 6% entre 2022 et 2021. Il faut quand même préciser que nous sommes encore à plus de 4% comparé aux chiffres de 2019
avant Covid, d'accord? Donc oui, une baisse du volume de transactions. En ce qui concerne les prix, pas de baisse significative parce qu'on est à moins 0,57% sur 2022. Donc les prix restent inchangés sur 2022. On explique comment justement cette tension. Voilà, 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt en un an. Oui, les crédits, l'accès au crédit. L'accès au crédit. Il y a même des banques qui ont carrément annoncé qu'elles prêtaient plus. Ouais. Quand même pas exagéré. Aujourd'hui, il faut 20% d'apport, plus de l'épargne de sécurité, ça c'est nouveau. Il faut même avoir une épargne pour l'énergie maintenant. Ça y est, c'est nouveau, ça aussi, c'est un truc incroyable. Et malgré cela, c'est tendu. On pourrait s'attendre à ce que ça baisse, quoi. Oui, alors je pense que la baisse du volume est surtout sur le dernier trimestre 2022, donc il n'y a pas encore vraiment d'impact sur les prix. On reste sur un marché tendu, sur une ville toujours attractive, effectivement. Une ville attractive de par sa proximité, notamment de Paris, très bien desservie. Donc pour le moment, on n'a pas, et je ne suis pas certaine, mais je n'ai pas de boule de cristal. Dites-moi, les Tourangeaux n'ont pas créé une association anti-parisien comme à Bordeaux? Non, certainement pas. Alors là, on est bien, d'accord, ok, non, parce que c'est incroyable le nombre de Parisiens que vous avez, c'est fou. Oui, alors un dixième, hein. Ouais, un dixième du fait aussi à mon sens, de la mise en place du télétravail. 4 000 abonnés hebdomadaires. 4 000 abonnés qui font tour Paris 1, 2, 3 ou 4, 5 fois par semaine. Et on pourrait envisager d'ailleurs que vous luttiez pour augmenter la fréquence des trains à ligne directe. Eh ben bien sûr, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Il y a une association d'ailleurs qui milite pour avoir toujours plus de liaisons et puis une réduction ou en tous les cas un maintien des tarifs qui ont tendance à s'envoler. Je peux vous dire, c'est un problème, mais on les soutient autant que faire se peut, bien sûr. Alors, Olivier. Maître, justement, si on prend une photo pour ceux qui ne connaissent pas Tours, qu'est-ce qu'on appelle déjà le triangle d'or et pour nous donner aussi une indication des prix? Est-ce qu'il y a une avenue Montaigne ici? On a des quartiers au prix médian au mètre carré qui vont être à peu près de 3 700, 3 800 euros du mètre carré, qui seront secteur Grammont, secteur Cathédrale, Vieux-Tours. Voilà, on est sur des quartiers où les prix sont à peu près entre 3 600, 3 800 euros du mètre carré. Lamartine aussi. Quartier Lamartine également. Voilà, on peut dire que ce sont ces 4 quartiers pour lesquels on a des prix qui sont... On peut dire que c'est le carré d'or, c'est le quartier prime pour l'habitat? Oui, c'est... C'est cœur de ville. Cœur de ville, grande proximité, commerce, bien transport. sûr, commerce, accès à la culture. On est vraiment sur le centre de Tours et tout est à proximité. Bon, c'est sûr que nous, on est un peu troublés parce que nous, on est plutôt dans les 14, 16, 18, 30 000 euros du mètre carré à Paris. Là, on se dit oui, parce que 3 800 euros du mètre carré, c'est le prix à Aubervilliers. Mais oui. Quels sont alors justement les quartiers porteurs, ceux qui se développent le plus, que vous voyez là où il y a une demande particulière en ce moment à Tours? Alors, on a effectivement porteur ou du développement du neuf. Quartier émergent. Voilà, donc on a eu tout ce qu'on appellera le nord de Tours, avec justement toute une physionomie de quartier qui a été totalement modifiée, avec énormément de constructions nouvelles. Ces quartiers-là se sont extrêmement développés, mais sur Tours, on a toujours les mêmes quartiers qui sont toujours autant porteurs. Quel type de biens? Alors, pour avoir une idée, notamment aussi, on parle beaucoup de quartiers étudiants, d'investissement locatif. Y a-t-il aussi des indications sur des rendements pour ceux qui souhaitent investir à Tours? Alors, sur du locatif, on va être à peu près entre 5%, 6% brut en rendement locatif. Beaucoup d'investissements locatifs dans le Vieux-Tours ou Tours-Centre sur de la petite surface. Pour les logements étudiants. Et puis, mais sur des baux plutôt courts. Oui, plutôt courts. On commence à voir des baux de 10 mois seulement ou 9 mois, ou avec des propriétaires bail mobilité, qui préfèrent effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus du tout de location vide sur des petites surfaces dans votre ville, mais ça touche tous les centres urbains aujourd'hui. Et Airbnb qui se développe, c'est un problème pour vous? Vous souhaitez encadrer les choses, laisser faire? Comme l'a fait Christian Estrosi, par exemple, à Nice?
Alors, heureusement, on n'est pas Nice encore, hein, mais c'est vrai que c'est un problème émergent. J'en ai parlé, j'ai vu que vous étiez allé à Annecy, il me semble. C'est un sujet là-bas, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le maire d'Annecy. Donc, on est vigilant, mais c'est sûr que les marges de manœuvre et la manière de réguler tout ça est assez faible aujourd'hui pour les maires. En tous les cas, on est à l'écoute de tout ce qui se fait pour essayer de réguler ça chez nous. Donc, ça peut bouger. Mettre sur l'aspect rénovation. On va l'évoquer tout à l'heure avec Elio, mais est-ce que maintenant on regarde de plus en plus ces logements classés F, classés G? Est-ce que ça joue dans la négociation? Il n'y a plus de débat là-dessus. Ah, mais ça joue de plus en plus, notamment à compter là du 1er avril, où les logements passoires énergétiques doivent faire l'objet d'un audit remis à l'acquéreur de ce logement. Donc oui, c'est quelque chose que les candidats acquéreurs sur l'ancien regardent de plus en plus. Oui. Et anticipe. Ouais. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Cette préoccupation énergétique va devenir une des premières préoccupations de l'acquéreur et surtout du côté vendeur, eh bien anticiper un maximum la mise en vente de son bien. On ne fait qu'inciter les vendeurs potentiels à prendre attache auprès des professionnels de l'immobilier en amont, bien sûr, des notaires, et vraiment de se concentrer sur les données énergétiques vont être une réelle difficulté pour le logement ancien et pour les acquéreurs, qui devront prendre en considération des travaux futurs. Merci beaucoup. Une petite synthèse, monsieur le maire. C'est vrai que, alors nous, on est un petit peu, on va dire, on n'est pas bien alliés, puisque nous, on est parisiens, donc forcément, on a un référentiel de prix qui est absolument phénoménal. Donc on a l'impression que c'est pas très cher, mais ça reste quand même, par rapport au degré de pouvoir d'achat de vos administrés, des prix élevés. Concrètement, c'est pas facile quand on est à la tête d'une mairie comme la vôtre, pour essayer justement de trouver un équilibre avec le logement. Je vous disais tout à l'heure que souvent le logement va avec l'emploi, et que le fait de s'éloigner éloigne aussi les bassins d'emploi. C'est quoi votre idée? Parce que vous avez été très offensif sur cette question. Je vous l'ai expliqué. L'idée pour nous, c'est de continuer à offrir, malgré tout, dans les programmes, les nouveaux programmes. Dans la ville de Tours. Sur l'ancien, c'est plus difficile. Mais sur les nouveaux programmes, on essaye d'avoir vraiment un programme mixte avec les 3 tiers que je vous ai indiqués tout à l'heure. Au-delà de ça, les marges de manœuvre pour les maires sont assez limitées. Est-ce que vous subit un peu l'augmentation des tarifs? Alors, c'est vrai qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, peut-être que les prix vont aussi diminuer un peu, mais on a eu ces dernières années, et puis le Covid aussi, il y a eu une vraie transformation avec l'afflux de Parisiens. Et ça a aussi tendance forcément à faire monter les prix. L'arme dont vous disposez, l'outil technique qu'est la préemption, trouve aussi parfois ses limites. Alors c'est une bonne question, c'est une vraie question que l'on se pose de plus en plus, effectivement, et on est en train de regarder la possibilité d'avoir un droit de préemption sur certaines zones ou même très largement, et c'est une vraie réflexion. C'est une façon on en est effectivement arrivé là à se dire maintenant il faut pouvoir avoir une Encore action. Encore faut-il que vous ayez des recettes fiscales suffisantes, et qu'on ne vous enlève pas, par exemple, la taxe foncière, des choses comme ça. Tout est lié, et on a un gros plan d'investissement aussi à financer, donc on a des marges de manœuvre qui sont relativement ténues. Merci beaucoup. Applaudissements pour Marie-Sophie Rocas-Bezo, présidente de la Chambre interdépartementale des notaires du Val-de-Loire. C'est très agréable de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Et on enregistre tout de suite, bien sûr, avec la nouvelle séquence, la prochaine séquence. On va parler territoire. Nous allons recevoir le directeur de CITIA pour la métropole de Tours. C'est Christophe Rousseau qui sera avec nous dans quelques instants. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
Quelle chance vous avez, monsieur le maire, de vivre dans ce territoire. C'est vrai que ça fait rêver, ça nous donne envie. Absolument. Voilà, sur les bords de la Loire, avec la visite, bien sûr, c'est un cliché, mais la visite des châteaux, ce bien vivre. Un vin exceptionnel, je me souviens d'un Vouvray qui m'a laissé de très heureux souvenirs. Bien évidemment, vous avez beaucoup de chance. On a du Vouvray, enfin, on fait pousser du vin à Tours, juste au-dessus de Marmoutier d'ailleurs. Vous faites des vendanges tardives en plus ici. Ah oui, oui. On a il y a des vins pour tous les goûts en Touraine, et donc maintenant un vin qui pousse sur le territoire de la ville, qu'on est très fiers d'ailleurs d'offrir quand on fait des verres de l'amitié. Habituellement, je reste 24 heures parce que je suis obligé de repartir, mais cette fois-ci, je reste 2 jours. Voilà. Je reste 2 jours. Je vais écumer les bars et les restaurants. Bonjour Christophe Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la métropole de Tours pour Citia. Citia, acteur majeur, acteur global de l'immobilier aussi, et c'est en plus le siège, voilà, avec un président emblématique, Philippe Briand, à qui d'ailleurs on fait un petit clin d'œil. On sera d'ailleurs chez vous demain, voilà, pour faire quelques reportages. Merci d'être avec nous. Alors, cette séquence Parlons Territoire, j'aimerais qu'on parle globalement justement du marché. On a vu que nous avons, vous êtes arrivé aux affaires, Emmanuel Denis, récemment, ça fait maintenant 2 ans. Vous êtes à la tête de la mairie ? Oui, exactement. 2 ans à la tête de la mairie. C'est un changement important, un changement important qui modifie la physionomie du territoire. On sent la proximité. Moi, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait sur l'urbanisme, monsieur le maire. Je pense que c'est un véritable morceau d'ingéniosité urbanistique, franchement. Et je vous le dis parce que c'est vraiment très qualitatif. Quand on est un acteur global, Christophe, sur ce territoire qui est attractif, qui est une encablure de Paris, que vous, chez Citia, vous faites tous les métiers de l'immobilier, est-ce qu'on se dit, finalement, on a un territoire en devenir encore, avec de vrais relais de croissance ? Oh oui, tout à fait, puisque on constate que la ville attire toujours. C'est une ville douce. Tout à l'heure, on a évoqué différents termes. Faut pas oublier que Tours, le surnom, c'est le Petit Paris. On ne l'a pas dit, mais c'est une ville qui est quand même fortement connotée sur sa douceur de vivre. D'où vient cette expression d'ailleurs ? Oui, je n'en sais rien. Vous allez me le dire peut-être par rapport à la forme, à la construction. Oui. C'est quoi l'immobilier haussmannien peut-être qui donne cette idée ? C'est vrai, on l'appelle l'immobilier haussmannien sur les grands boulevards, oui, évidemment. La proximité aussi, bien sûr. Sur la proximité, mais je dirais qu'aujourd'hui, le marché immobilier à Tours, dans ses grandes largeurs, fonctionne très très bien. Il n'y a pas d'évolution particulière à travers les changements politiques. C'est une ville qui attire. Là, on voit bien quand même qu'il y a une tendance très forte à rénover les quartiers. Je vous en remercie parce que dans la demande très forte aujourd'hui de nos clients, c'est principalement le retour vers la vie de quartier. On a parlé tout à l'heure de la ville du quart d'heure, mais en effet, c'est vraiment quelque chose de très marqué. J'espère notamment que là-haut, en haut de la tranchée, vous allez pouvoir enfin, parce que ça fait quand même un peu plus de 10 ans qu'on est sur le sujet, peut-être 12-13. Ah oui, 10 ans. C'est un sujet qui est au cœur de toutes les attentions. C'est un quartier que les gens attendent parce que c'est un quartier qui a une histoire et les gens veulent vivre dans un quartier à pied, en effet, avec tous les services, tous les commerces, se soigner, se loger, y vivre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut. Vous voulez dire un mot là-dessus sur ce sur le quartier de... c'est pareil, on espère en faire un lieu emblématique de l'inflexion qu'on donne sur l'urbanisme, et on travaille aussi avec les habitants en co-construction. Ça a pris un petit peu de temps, on est reparti à zéro, il y a eu plusieurs projets, on revient pas sur le passé. Là, donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, et donc un travail en co-construction avec donc le programme qui va être dévoilé là dans les semaines à venir, et puis derrière le projet va se dérouler. Donc une grande fierté d'avoir pu faire ça avec la population, en entraînant donc un maximum d'habitants du quartier, parce que là c'est vraiment une petite partie très enclavée, alors que la zone des casernes c'est vraiment un gros bloc isolé, qui est à part entière. Là on est vraiment enclavé donc dans l'habitat, et c'était important d'embarquer avec nous la population locale. Alors vous avez la particularité chez Citia d'être sur quasiment toutes les lignes métiers. J'en ai répertorié 53. 53. J'en ai répertorié 53. Parce que vous avez votre propre organe d'assurance avec Saint-Pierre, vous avez votre propre organe de financement, vous êtes administrateur de biens, vous êtes syndic de copropriété et vous êtes très actionnaire. En plus, le groupe Citia, aujourd'hui, a acquis plus de 80% des réseaux immobiliers français. Ça, je vous le saviez, sur les 6 réseaux
de franchises français, le groupe Citia en a acquis 5. C'est juste considérable, avec un portefeuille aujourd'hui qui vous hisse à la hauteur des groupes comme Foncia, Oralia, par exemple, filiale du groupe Nexity. Vous avez cette particularité de travailler en administration de biens, en copropriété. Première question sur l'administration de biens. Lorsqu'on est en location, étudiant, lorsqu'on est jeune actif et qu'on arrive, qu'on est muté à Tours, ça coûte combien du mètre carré, la location? Et quel type de surface aujourd'hui sont prisées par les locataires, indépendamment des étudiants, bien évidemment, qui s'adressent aux petites surfaces? Actuellement, on a un prix médian aux alentours de 12 € du mètre, bien évidemment. 12 € du mètre? Oui, bien évidemment, ça dépend. Cœur de ville? Cœur de ville, mais cœur de ville, on peut monter beaucoup plus haut, évidemment. Mais entre Tours Centre, Tours Sud et Tours Nord, on est à peu près sur ce prix médian. Voilà. D'accord. Ça reste... par rapport au pouvoir d'achat, est-ce qu'on est sur des prix hauts, prix élevés par rapport à la métropole? Ça commence à monter sérieusement. On est sur des accélérations de loyer de plus de 4% depuis 2 ans. Donc on a une tension très très palpable aujourd'hui sur le monde du locatif. Et quelle est la part de propriétaires et de locataires à Tours? Je pense que c'est assez équilibré sur les chiffres que j'ai. Moi, à peu près de l'ordre d'à peu près moitié-moitié. Le sujet aujourd'hui qui nous interpelle le plus sur le domaine du locatif, c'est qu'on n'a plus beaucoup de préavis. Les gens, mais oui. C'est-à-dire que les gens restent en place. Oui. Et notamment sur les petites surfaces T1, T2, on a divisé par 2 notre volume de préavis. On est passé de 25% l'an passé, on est à 12-13% actuellement. Les étudiants, en fait, même s'ils s'en vont, ils gardent leur logement. En fait, il n'y a pas de rotation, il y a très peu de rotation. Ils gardent leur logement. Et du coup, ceux qui arrivent, ils ne trouvent pas à se loger, quoi. Et donc, ce qui est à loger, ils le louent plus cher, coûte que coûte. Ils sont même contents d'avoir des baux qui se renouvellent. Et ça augmente mécaniquement les prix? Forcément. Parce que la tension est de plus en plus forte. Voilà. L'offre du neuf, vous le savez, monsieur le maire, est quand même très faible et s'affaiblit. On est sur des baisses de plus de 40% sur certains territoires. Oui. C'est une vraie alerte rouge. Aujourd'hui, on a des promoteurs qui aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. Alors, vous faites de l'administration de biens. On va dire que aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui sont pas très gâtés par la législation. On peut même dire d'inflation normative. Voilà, on ajoute de la règle à la règle, etc. Oui. Je vous le dis, franchement, s'y retrouver avec un millefeuille administratif, on en parlera tout à l'heure avec Pierre-Marie Perrin sur la rénovation énergétique, faut avoir fait, faut avoir fait HEC, la NASA. C'est générateur d'un très très grand stress aujourd'hui auprès de nos équipes et auprès des propriétaires. En tant que professionnel, on vous soumet à cette règle. On en parlera tout à l'heure. Il y a des appartements qui vont sortir du parc locatif parce que pas rénovés. Alors justement, vous avez cette particularité aussi d'être syndic de copropriété. Aujourd'hui, est-ce que les copropriétés, globalement, avec la vision du territoire que vous avez, sont bien tenues à Tours? Je pense que oui. Je pense que oui, par rapport aux éléments qu'on a sur le groupe. À Tours, globalement, le parc est très bien entretenu. On a aussi une politique de travaux, quand même, depuis maintenant quelques années, qui est présente, à force de répéter à nos propriétaires qu'il faut entretenir pour pouvoir préserver. Parce que notre métier d'agent immobilier, c'est pas que de faire des rotations. Notre métier aussi d'agent immobilier, c'est surtout d'améliorer le patrimoine des gens qui nous donnent leurs biens à gérer. Parce que je dis toujours, un propriétaire, il est content de nous donner son bien à gérer, qu'au bout de 10 ans, il reparte avec un logement de meilleure qualité, qui a bien été entretenu, avec un locataire qui a bien payé. On a réussi notre mission. Donc aujourd'hui, ça va bien de ce côté-là. On a la chance dans notre groupe d'avoir une filiale de financement qui nous permet de pouvoir financer immédiatement des travaux et non pas attendre des fois 3, 4, 5 ans que les fonds de travaux soient suffisamment constitués pour faire des travaux. Parce qu'on ne sait pas combien vont valoir les prix des travaux de rénovation. Aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique, bien évidemment, les toitures, les ITE, les isolations par l'extérieur. Il y a une vraie tension là-dessus aujourd'hui. Donc nous, on est force de proposition auprès des bailleurs pour qu'ils améliorent leur logement. Parce que derrière, on aura une capacité à les louer plus facilement et à les revendre de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, je pense qu'à Tours, ça se passe très très bien. Et vous qui êtes au cœur des tendances dans l'immobilier, est-ce que vous avez vu ces derniers mois cette baisse, cette impossibilité pour certains d'accéder à la propriété, d'avoir des problèmes de crédit avec leur banque? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Certains ont communiqué d'ailleurs sur 40% de refus de crédit, ce qui est considérable, voire 45% au mois de décembre. Alors, ça, c'est une tendance. Aujourd'hui? Alors, il y a eu un coup de chaud. Ah oui. Très très fort sur le T3 de 2022, le troisième trimestre 2022, où en effet, il y a eu un coup de chaud.
Néanmoins, on a aussi vu quelque chose d'assez étonnant, c'est que, vous savez, dans ces périodes un peu de tension, les gens pensent d'abord à se loger, se nourrir, se soigner, on connaît ça par cœur, donc ils investissent sur des choses qui sont concrètes. Et on a vu, et le disait tout à l'heure Maître Broca, on a vu beaucoup de gens sortir de l'argent et payer comptant. Et on a fait, sur l'année 2022, moi par exemple sur le périmètre des 3 agences que je gère, on a fait 300 ventes l'année dernière, et on a eu 48% des ventes qui ont été en paiement comptant. D'accord. Une vente sur 2. C'est une ville où il y a des gens qui ont des moyens. Je sais pas, mais d'après ce que je crois savoir chez mes collègues de temps à autre, ça se fait aussi à droite à gauche, donc aussi avec des gens qui sont arrivés de villes comme Paris. Ce que vous dites, Christophe, c'est qu'il y a le côté refuge, le côté peur, parce que faut être clair, hein, vous allumez la télé, vous écoutez la radio, vous avez le choix entre le gaz et l'électricité, et en plus ça devient de plus en plus cher, donc il vaut mieux éviter. Donc du coup, c'est morosité à tous les étages, justement. Et donc, ça peut se traduire par ça. Alors, on pense que la pierre est toujours une valeur refuge. Donc les gens se sont dit, voilà, je vais sortir mes sous. De toute façon, ça tourne plus sur la partie bancaire. Quand on a des niveaux de rendement qui étaient à 0, voire négatifs, on s'est dit, autant je réinvestis dans l'immobilier. L'immobilier, ça marche bien. Dans une ville comme à Tours, ça marche bien. Il y a toujours de plus en plus d'étudiants. On construit, mais peut-être pas suffisamment par rapport à toutes les contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc de toute façon, l'immobilier, ça marche bien. Et puis on a vu des gens qui continuent à acheter, même si, globalement, à l'espace d'1 an, on a à peu près perdu, par rapport à l'augmentation des taux, je faisais un petit calcul tout à l'heure, environ 8 mètres carrés à l'achat. Donc il faut accepter d'acheter avec une pièce de moins. Ça fait à peu près ça, une petite pièce de moins. Les gens continuent à investir dans quelque chose qui est pérenne. Donc on n'a pas de tension aujourd'hui, le marché locatif fonctionne bien, il y a des acheteurs, il y a eu un peu de refus de prêt, mais ça y est, avec le taux d'usure qui est remonté, globalement, on a retrouvé de la une bouffée d'oxygène pour certains emprunteurs. Exactement, donc on est sur un marché qui reste, même s'il a un tout petit peu baissé en volume, comme le disait Maître Broca, globalement on est sur des volumes qui sont encore très très solides. 300 ventes, autant d'offres, bien évidemment, quand on a une offre à la location, on sait que c'est tendu quand même là-dessus. Quels sont les bons quartiers où investir, où s'installer pour des jeunes qui nous écrivent, qui vont d'ailleurs nous écrire certainement pour avoir des indications? Bien sûr, on va les envoyer, mais quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent là? Les bons quartiers. Il y a plein de bons quartiers à Tours. Hein. C'est ça. Il y a plein de bons quartiers. En réalité, il n'y a pas de mauvais quartiers. Sur les 3 agences que vous avez, quels sont... L'hypercentre, comme d'habitude, parce que les jeunes recherchent toujours les proximités des transports, proximité des lieux de vie, super important. On a la chance à Tours d'avoir aussi une faculté qui est éclatée. Elle n'est pas centrée dans un endroit. On en a au de Lyon, on a l'IUT, on a ici évidemment juste à côté de nous la fac des tanneurs. Donc on peut acheter, je dirais, un petit peu partout. La vraie préoccupation aujourd'hui, que ce soit pour les acquéreurs comme pour les locataires, le premier critère c'est le DPE. Oui. Voilà. Ça vous confirme. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment le sujet numéro 1. C'est je veux un bon DPE. Ensuite, je veux un environnement sympathique, donc un quartier sympa, sécurisé. Donc à Tours, on n'a pas trop de soucis. Et puis, dernièrement, je vais chercher une prestation qui correspond. Donc c'est vraiment d'abord ces sujets qui sont des sujets, je dirais, très objectifs. C'est d'abord le DPE. Une fois que j'aurai trouvé un bon DPE, je vais trouver un quartier qui me convienne à peu près, mais comme à Tours, il n'y a pas de quartier exclu. Globalement, tout va à peu près bien, que ce soit même sur les petites villes périphériques de première ou deuxième couronne. Aujourd'hui, par exemple, on a une demande locative soutenue sur le nord, sur des petites villes en première couronne. Vous avez une maison à louer à Mettray ou à Chanceau. Ouais. Ça se loue quasiment au téléphone. Enfin, je veux dire, bien évidemment, on effectue des visites pour voir l'environnement, mais et pareil sur Tours Sud. Donc, il y a cette demande aujourd'hui qui pose pas de problème. Vous savez, Tours, c'est une ville où on bouge très facilement. Ouais. On arrive très facilement. Alors, c'est vrai, il y a les contraintes automobiles, tout ça et tout, mais globalement, quand on a un bouchon qui dure 5 minutes, on n'est pas content. Bon, voilà. Même si moi, de temps en temps, je peste aussi. Vous le savez, monsieur le maire, mais bon, on est tous pareils. C'est une ville dans laquelle on bouge très facilement. Donc, il n'y a pas de quartier exclu. Les quartiers recherchés, ce sont toujours les mêmes. Comme le disait M. Broca, l'hyper-centre-ville, les grands boulevards, ça marche toujours fort. Les halles aussi, parce que les halles de Tours, c'est toujours aussi un point intéressant, un point de fixation intéressant. Cathédrale, toujours très bien. Et puis pour les étudiants, les quartiers un peu plus récents, où il y a des mobilités faciles, le nord, le sud. Et si on s'éloigne un peu de Tours, autour de... Si on s'éloigne un peu de Tours, aujourd'hui, nous, en locatif, on travaille très très bien sur Loches, sur Amboise. Les gens viennent très facilement à Tours en train, on en a parlé tout à l'heure. Oui, parce que finalement, il y a une grande proximité. Langeais, ça marche très bien. Monet avec la 10, les gens viennent aussi, ça nécessite de prendre la voiture, mais ça fonctionne très bien dans le domaine du locatif. Donc,
Un chiffre important, aujourd'hui, nous on a un parc de 8000 logements à Tours dans le parc privé. Énorme. Je suis à moins de 2% de vacances. D'accord. Moins de 2%. Ouais. Ah oui, c'est un peu... Vous voyez, et sur les 2% de vacances, on a peut-être Ça la doit moitié qui sont... Ça doit être compliqué pour les gens de se loger, vraiment. Eh oui. Vous devez avoir des listes Il d'attente. y a une tension, Ok. effectivement. Vous avez la de plus en durée de plus la forte. liste d'attente pour les logements sociaux sur... Oui, et puis elle augmente. Combien de Là, temps c'est un vrai sujet. J'ai plus en tête, mais je sais que le délai a augmenté sensiblement les derniers mois. Donc on essaye aussi sur les prochains programmes là justement de maximiser la construction de l'habitat social parce que ça va être une vraie problématique pour nous. Merci Pour Christophe. les déplacements, juste dire qu'on va bientôt bénéficier en 2028 d'une deuxième ligne de tramway qui va aussi irriguer des quartiers qui ne sont pas aujourd'hui du côté des Fontaines, du côté Vous de allez Marais raccorder Bastier. toute la ville. Et finalement. donc voilà, on va être encore plus rapidement en centre-ville Donc, qui sans verra avoir le à jour prendre quand sa voiture. Qui verra le jour 2028. 2028. C'est demain. Voilà, c'est demain. Tout à fait. Voilà, applaudissements pour Christophe Rousseau, directeur de la métropole de Tours, pour le groupe Titia. Vous restez avec nous et on va finir sur un sujet majeur, important justement. On va parler de rénovation énergétique, monsieur le maire, qui est un sujet important. Notre dernière séquence pour ce programme ici à Tours, on se retrouve tout de suite après. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Voilà, de retour ici dans notre bonne vieille ville de Tours, et vraiment je vous incite à y venir, c'est juste extraordinaire. Alors, il y a un temps un peu gris, mais la vue est juste exceptionnelle. Merci Emmanuel Denis, encore une fois, de votre accueil. Il faut bien respirer dans un appartement parce que l'air intérieur est important. Il faut aussi avoir un confort d'été et un confort pour l'hiver. Et Dieu sait aujourd'hui que l'énergie est un vrai sujet. Eh ben, on était avec Parlons Bien, on était bien dans le territoire. Maintenant, on va dire bien mieux et mieux avec nos amis d'Elio. Bonjour Pierre-Marie Perrin. Bonjour Sylvain, bonjour Olivier. Bonjour Pierre-Marie. Alors, effectivement, la rénovation énergétique, c'est le sens de l'histoire. Il y a une prise de conscience. De plus en plus, il y a beaucoup aussi d'interrogations sur la rénovation, sur les aides financières, sur la fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Beaucoup de gens se posent des questions sur la transparence. Plus que jamais, on a besoin d'être accompagné. Complètement, vous avez parfaitement raison. Il y a un paradoxe aujourd'hui en France, c'est que on veut accompagner la rénovation énergétique et en même temps, aujourd'hui, on entend parler énormément de fraude dans les médias. La semaine dernière, il y a eu un grand reportage sur les fraudes. Eh oui. Et aujourd'hui, le citoyen lambda qui regarde ces articles, qui regarde ces émissions, se dit « mais comment faire ?» C'est extrêmement compliqué. À qui je peux faire confiance? À qui je peux faire confiance? C'est ça. Et la principale notion, c'est la confiance. Quels sont les acteurs qui vont pouvoir m'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur? De l'audit énergétique jusqu'à la préconisation des scénarios de travaux, jusqu'à l'accompagnement des aides, à la recherche des aides. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types d'aides. Vous avez MaPrimeRénov' que tout le monde connaît, qui est le dispositif d'aide publique. Mais vous avez également un dispositif d'aide privée qui s'appelle les C2E, certificat d'économie d'énergie, qui est financé par les fournisseurs d'énergie. Et puis, vous avez également des aides locales qui peuvent être attribuées par les collectivités territoriales. Donc, le citoyen, aujourd'hui, il se dit vers qui aller. Et donc, vous avez des opérateurs, notamment un opérateur comme nous, Elio, qui sommes en capacité d'accompagner le citoyen dans l'ensemble de son parcours de rénovation énergétique. Et puis, il faut se repérer. Il y a beaucoup de changements, des changements réglementaires. Alors, les derniers, quels sont-ils là? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il y en a un au niveau européen. Donc, le 14 mars, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Parlement européen a voté une directive qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle EPBD. C'est une directive sur la performance énergétique des bâtiments. Et donc, à partir de 2050, l'objectif, c'est qu'il y ait la neutralité carbone de l'ensemble des bâtiments. Donc, c'est un objectif qui est très important. Et à partir de 2028, il va falloir que l'ensemble des bâtiments neufs soit neutre en carbone, en 2028. Donc, Totalement passif. Totalement passif en 2028. Donc, c'est un objectif qui est rapide, mais il faut s'engager dans cette démarche-là. Alors, Pierre-Marie, à chaque fois, c'est la proximité. Dans une ville, vous nous donnez la typologie des bâtiments. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur la ville de Tours. Quel est l'état des bâtiments et des logements Tours à est Tours? une bonne élève. Alors déjà, vous avez à peu près 88 000 logements à Tours, pour 79,7%, très précis, d'appartements. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près, on en parlait tout à l'heure, mais 65% d'occupants qui sont dans des appartements et qui sont locataires. Donc c'est beaucoup. Et donc les propriétaires vont devoir entamer les démarches pour rénover leur bâti, sous peine de ne plus pouvoir louer leur logement.
Aujourd'hui, la ville de Tours, il y a à peu près 39% de passoires thermiques. Donc je vous rassure, c'est à peu près la norme en France, dès qu'on va dans une ville. Alors, F et G. F&G, exactement. F&G, d'accord. Près de 4 donc sur 10. Exactement. Donc ce qui est important, mais on voit qu'il y a un chantier colossal d'engager des travaux. Et ils vous surprennent pas ces chiffres, Emmanuel? Non, et puis c'est un vrai sujet. Et finalement, la crise énergétique nous permet d'accélérer un peu les choses, parce que c'est vrai qu'il y avait une attente très forte là-dessus, pas grand-chose qui se passait. Donc là, avec l'augmentation des factures énergétiques, tout le monde va quand même penser à faire cette rénovation et supprimer les passoires thermiques. Mais c'est au niveau de la collectivité, c'est aussi un sujet qu'on vit pleinement, durement même, puisque notre facture énergétique va passer de 4 millions en 2019 à 11 millions en 2023. Donc nous aussi, on fait la chasse aux passoires énergétiques. C'est pour ça qu'on reconstruit des écoles, c'est pour ça qu'on rénove des bâtiments, c'est pour ça qu'on rénove nos gymnases. Et c'est un vrai sujet. La température aussi. Juste une petite précision sur l'aide aux particuliers, aux privés qui souhaiteraient rénover. La métropole a aussi un opérateur qui s'appelle Artemis, qui offre donc de l'information, de l'accompagnement pour les copropriétés, pour les propriétaires qui souhaiteraient aller vers cette rénovation thermique. C'est important aussi de le préciser. Et puis vous avez un dispositif public. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier, vous êtes obligé d'être accompagné par Mon Accompagnateur Rénov', qui est le dispositif public. Et si vous voulez avoir des aides au-delà de 5 000 €, vous êtes obligé d'être accompagné. Donc, ce qui va justement donner un tiers de confiance pour les particuliers qui ne sauraient pas trop comment s'orienter vers la rénovation énergétique de leur logement. Et puis, l'Europe et le gouvernement français incitent à ce qu'on aille vers les passoires énergétiques, vers les ménages les plus modestes pour transformer leur habitat, mais également qu'on aille chercher les gisements, donc c'est-à-dire les endroits où on va pouvoir réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation énergétique. Donc aujourd'hui, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort et se concentrer là où il y a des gisements sur l'industrie, sur le tertiaire. Et c'est vraiment en attaquant l'ensemble des bâtiments et du parc bâtimentaire français qu'on va réussir à garantir et à obtenir les résultats escomptés. Oui, l'enjeu, vous avez parlé de l'impact climat, de l'impact sur les gaz à effet de serre, c'est plus de 20%, c'est entre 20 à 30%. Le résidentiel, l'impact du résidentiel sur le réchauffement climatique et donc les émissions de gaz à effet de serre, il est énorme. C'est pour ça que il faut s'y attaquer absolument, il faut supprimer toutes ces passoires thermiques. Comme à chaque fois, dans chaque émission, donc des cas concrets. Ici à Tours, on va commencer par une maison individuelle. Donc, alors, on a essayé de faire un petit peu des projections pour qu'on essaie de bien comprendre quel type d'aide on peut avoir. Donc, on est parti d'un cas d'une maison individuelle d'à peu près 58 mètres carrés, un couple avec un enfant, avec un revenu annuel de 50 000 €, qui est chauffé avec un système de chauffage au gaz. Donc, avant travaux, l'étiquette énergétique est F. Et on souhaite passer à l'étiquette B, pour un gain énergétique d'à peu près 70%, donc ce qui est absolument colossal. Le montant des travaux estimé à 41 500 €, et on va réussir à défalquer à peu près 25 000 € d'aide. 20 000 € de prime certificat d'économie d'énergie, 3 700 € de ma prime rénov', et puis vous avez un bonus lorsque vous sortez de passoire énergétique qui est à peu près aux alentours de 1 000 €. Donc si on retire l'ensemble de ces aides, pour un budget de travaux de 41 000 € approximatif, on a 24 000 € d'aide pour un reste à charge d'à peu près 16 000 €. Donc aujourd'hui, les particuliers, s'ils sont bien accompagnés, s'ils réussissent à aller bien chercher les aides privées et publiques, ils peuvent vraiment faire baisser leur reste à charge de manière assez conséquente. Et puis, pour financer le reste à charge, l'État a mis en place l'éco-PTZ MaPrimeRénov' notamment, qui est lié, et si vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov', automatiquement, des opérateurs bancaires qui auront contractualisé avec l'État pourront vous faire bénéficier d'un éco-PTZ. Et ça, c'est très important pour lever ce frein, lever le frein de la rénovation énergétique pour les ménages modestes. Et donc, il faut prêcher la bonne parole pour dire il y a des solutions qui existent, des aides, et en même temps des moyens de financement avec des prêts à taux zéro. Un commentaire, monsieur le maire ? Non, je pense que c'est bien que l'État se saisisse aussi de cette problématique-là, que l'État offre ces aides importantes, parce que c'est effectivement à l'investissement des sommes qui peuvent être colossales, mais au final, on se rend compte, et surtout avec l'augmentation du coût de l'énergie, que le retour sur investissement sera rapide, et puis tout ça est vraiment vertueux pour l'environnement. Donc il faut que l'État continue son effort et même le maximise si c'est possible.
Reste toujours à trouver l'équilibre entre écologie et économie. Toujours. Avant de passer au deuxième cas, je voudrais juste rajouter quelque chose. La problématique également, c'est la formation des artisans. C'est le nombre d'artisans et aussi c'est la manière dont on articule leur savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, un artisan, il est en capacité souvent de faire de l'isolation, de faire du chauffage, de faire de l'isolation thermique par l'extérieur, mais il n'a pas forcément l'ensemble des compétences réunies. Donc nous, on a décidé d'ouvrir des agences en France, et on vient d'en ouvrir une il y a 15 jours à Montbazon, à côté de Tours, qui est un guichet unique pour l'ensemble des professionnels du bâtiment qui viennent et à qui on va aider à faire leur démarche administrative, à aller chercher les aides, mais également aux bénéficiaires, aux particuliers vont pouvoir venir pour rencontrer l'écosystème et leur permettre d'entamer leur démarche de rénovation énergétique. Donc ça, c'est important qu'il y ait vraiment des acteurs sur le territoire qui soient au plus près de la demande, au plus près des citoyens pour les accompagner dans leur projet de rénovation énergétique. Très bien. Alors, deuxième cas concret. Alors là, on touche à la copropriété avec exemple là de 4 bâtiments de 65 logements. Gros sujet, la copropriété. Très gros sujet. La copropriété, c'est compliqué, notamment pour les votes en AG où l'acte de lancer une rénovation énergétique est le nombre de dossiers déposés sur le portail de France Rénovation pour les copropriétés, il est très loin du compte. Oui, il est très faible. Ouais, il est très faible. Un vrai sujet, monsieur le maire, un énorme sujet. Mais vous le saviez déjà. Et puis c'est là où on peut s'attaquer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre très, très rapidement. Donc il faut que s'attaquer aux copropriétés. Donc dans un exemple d'une copropriété de 1965, 4 bâtiments, comme vous le disiez tout à l'heure, d'à peu près 65 logements, avec une surface habitable de 6000 m², avec un système de chauffage au gaz collectif. Donc avant travaux, on est en étiquette D et on souhaite atteindre, après travaux, l'étiquette B, pour un gain énergétique d'à peu près 50%. Donc ce qui est important pour une copropriété. Montant des travaux, quasiment 2 millions. Donc c'est énorme et ce qui peut freiner l'envie de se lancer dans ces travaux. Avec l'ensemble des aides dont je vous parlais tout à l'heure, publiques et privées, on arrive à enlever à peu près 590 000 € d'aide. Un tiers. Donc pour arriver à peu près à un reste à charge d'1 million, d'arriver à 1 400 000 € de reste à charge. Donc ce qui reste important, mais qui est quand même une aide qui est significative. C'est très clair. Vous avez terminé. Alors je vais vous dire une chose, si je peux me permettre, j'ai tout compris. C'est vrai. Ça tombe bien. C'est limpide. On a besoin d'acteurs du territoire justement pour nous apprendre à lire, parce que je peux vous dire que quand on voit les mécanismes d'aide publics ou privés, gros mal de tête. En général, je prends un Valium avant. Mais c'est pas simple, vous êtes d'accord ? Non, c'est pas simple. Quand on est particulier, quand on est copropriétaire, c'est très décourageant. Alors vous avez cette envie en tant qu'élu local, effectivement, d'engager les administrés, et c'est normal puisqu'il n'y a plus de débat sur le climat, mais en même temps on a l'impression qu'on se heurte à une forme de technostructure administrative qui devient absolument intolérable. Au-delà des aides, vous avez les contrôles. Eh oui, bien sûr. Merci beaucoup Pierre-Marie Perrin. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. Merci beaucoup. Voilà, il est temps de nous quitter, je suis très triste, mais je vais rester, je vous l'ai dit, je vais rester 2 jours. Voilà. Mais vous n'aurez vu que le programme 1 heure. Voilà, je vous incite bien évidemment à venir ici à Tours, et d'ailleurs le site de la mairie est superbement bien fait. Voilà, mention spéciale à toutes vos équipes. Je voudrais qu'on remercie Amaury Vallée, le directeur régional, pour la vie ensemble avec le groupe Nexity. Applaudissements pour Amaury. Maître Marie-Sophie Brocast-Bézot, président de la Chambre interdépartementale des notaires du Val-de-Loire. Bravo, applaudissements pour vous Marie-Sophie. Pour Christophe Rousseau, le directeur de la métropole pour Citia. Bravo Christophe, applaudissements. Un triomphe pour Pierre-Marie Perrin, bien évidemment, directeur des affaires publiques d'Elio. Et enfin, un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel Denis, maire de Tours, qui a eu la gentillesse, et nous avons eu l'honneur de faire cette émission avec vous. Merci, monsieur le maire. Merci de votre invitation. Voilà, nous allons nous quitter. Nous nous retrouverons le mois prochain, Olivier. Nous serons le 13 avril à Lorient. Ensuite, nous nous dirigeons vers le sud de la France avec la ville de Nîmes.
En mai, ce sera la ville d'Angers, et puis on sera à Annemasse, notamment au mois de juillet. Voilà pour Moi, ce Tour de j'ai France. envie aussi d'aller à Porto Vecchio, pourquoi pas. On peut peut-être. Ou à Tokyo. Ou à Tokyo, pourquoi pas. On avait le projet peut-être d'aller à Saint-Pétersbourg, mais on a décalé le projet. Voilà. Merci à toutes et à tous. D'ici là, on se retrouve à Lorient. Prenez bien soin de vous. Téléchargez, likez nos podcasts sans aucune modération. Merci à toutes et à tous et bon vent. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.